Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau séminaire donc, du pôle planéto du LESIA. Alors, c'est un séminaire un petit peu spécial parce qu'on essaye un nouveau mode de streaming, le mode Carbone Conf. Donc, il y a une bonne partie d'entre vous qui l'utilisent, ça a l'air de bien marcher. Sinon, ceux qui l'utilisent par Zoom, il n'y a aucun problème, vous pouvez assister à la conférence, sauf qu'à un moment donné, il y a quelques fonctionnalités que vous ne pourrez peut-être pas avoir, s'il y a des sondages à répondre, des choses comme ça, mais c'est pas très grave. Je demanderai donc, comme d'habitude, que ceux qui de mettre sur vos micros sur mute pendant que vous ne posez pas de questions, ce sera plus simple pour tout le monde. Cette vidéo est enregistrée, j'espère que c'est OK pour tout le monde aussi. Et elle sera, donc la conférence sera en français, si j'ai bien compris, avec des slides en anglais, donc il y en aura pour tout le monde. Alors, je vais me permettre d'introduire notre présentatrice aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Lucia Mondon, qui a une formation en géologie, qui a fait sa thèse à Lyon au labo de géologie en co-tutelle avec Grenoble, et qui est parmi nous au LESIA depuis ce mois de janvier sur un postdoc IRIS au CAV, et qui travaille sur Supercam sur Mars 2020. Et elle va nous parler aujourd'hui des sites d'atterrissage ExoMars et Mars 2020 depuis une perspective orbitale. Donc, je te laisse la main. Lucia, à toi. Merci. Alors, je vais juste partager mon écran. Et... Normalement, c'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Super, merci. Bon, merci pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, pendant ma thèse, j'ai principalement fait de la géologie. Donc, j'ai regardé un peu les sites d'atterrissage de Mars 2020 et d'ExoMars. Et après, j'ai fait un petit peu des analyses en laboratoire sur des analogues martiens. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plus la section télédétection, donc c'est-à-dire la géologie des sites d'atterrissage de ces deux missions vues depuis l'orbite martienne. Donc voilà, on retourne sur Mars. On va aller de nouveau envoyer des rovers pour explorer la surface de Mars in situ. Donc il y a la mission Mars 2020 avec le rover Perseverance de la NASA qui atterrit très bientôt, donc dans moins de 20 jours. Je vous inviterai à suivre le live. Je vous donnerai quelques chaînes à regarder à la fin de cette présentation. Et puis la mission ExoMars, donc une mission de l'Agence spatiale européenne et russe, qui elle devrait arriver courant 2022-2023. Donc ces deux missions, je pense que vous en avez sûrement entendu parler, et notamment du fait que la France a eu une contribution particulièrement importante, et notamment pour la mission Mars 2020, une contribution à l'instrument Supercam, donc qui est un instrument qui combine plusieurs techniques, donc le LIPS, l'imagerie, la spectroscopie de réflectance, il y a un micro aussi, il y a du Raman. Donc c'est vraiment un instrument qui est assez important puisqu'il permet de faire des mesures sur la composition élémentaire et minéralogique des roches à distance, donc ce qui est quand même assez intéressant pour l'exploration. Et puis sur la mission ExoMars, il y a eu plusieurs laboratoires français qui ont contribué et qui contribuent à la charge utile du rover. Donc voilà, on va commencer directement avec les petits questionnaires, puisque avec la nouvelle plateforme, on peut faire ça. Et donc la première question que j'avais à vous poser, c'est qu'est-ce qu'on sait à peu près de l'habitabilité ancienne de Mars? Donc réponse A, on ne sait pas vraiment si elle est... Alors, juste petite précision, il faut que je dise, il faut que vous alliez sur ceux qui sont sur Carbon Free Conf, vous allez sur l'option Q&A, et donc vous verrez qu'il y a le sondage qui est activé, et vous cliquez là où vous voulez. Voilà. Voilà, donc réponse A, on n'est pas sûr qu'il y ait eu un jour de l'eau liquide sur Mars, et probablement que la planète a toujours été très hostile, donc un grand désert froid et sec. Réponse B, l'eau liquide a priori coulé sur Mars, mais on n'est pas sûr qu'il y ait eu des conditions habitables. Réponse C, il y a eu de l'eau liquide sur Mars et il y a eu des conditions habitables. Et puis réponse D, on a trouvé des formes de vie anciennes martiennes. Donc je vous laisse quelques secondes pour répondre. Moi, je n'ai pas accès, vu que je suis sur la présentation, peut-être Philippe ou Quentin, vous pourrez me donner les réponses. On va attendre que les gens votent et puis je te dirai au fur et à mesure.
Alors, on va attendre. Alors, attends, hop. Est-ce que je peux montrer les résultats? Alors, allez-y. Quentin, toi qui es l'expert, est-ce que tu peux montrer les résultats? Parce qu'apparemment, ça n'a pas l'air de marcher. Ouais, attends, je suis en train de regarder là. Est-ce que les gens ont pu voter? Parce que. Attends. Quentin? Oui. Je vois pas le Q&A, moi. C'est Emmanuel, là. Tu l'as bien activé, Philippe? Je sais pas où il est. Ah oui, je l'ai activé. Il est activé, ouais. Emmanuel, tu passes par Zoom ou tu passes par Carbon Free Conf? Carbone Free. Ben, normalement, si tu dois avoir Access Conference, Q&A, Details, ça doit être affiché au-dessus de la fenêtre où il y a le PowerPoint ou la présentation. Bon, je ne vois pas, mais c'est pas très grave. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à voter ou tout le monde a le même problème qu'Emmanuel? Attendez. Ah non, il y a plein de gens qui ont réussi à voter, donc ça a l'air d'aller. D'accord, ok. Quentin, par contre, il faut qu'on arrive à Parce que publier là, le tu résultat. as cliqué sur Show Results, ça montre pas, c'est ça? Ouais, ça monte pas. Ouais. Il se passe Ouais. rien. Est-ce qu'il faut que je désactive avant de le mettre sur Show Result? Non, non, non. Normalement, il faut que tu le laisses activer. Alors attends. Bah j'écoute, je sais pas. Ah bah là, il s'est désactivé tout seul. C'est assez intéressant aussi. C'est peut-être moi qui Désolé, ai cliqué Lucie. dessus, ouais. Ah, voilà. Mais là, il est mis en inactif. Et j'ai plus la main. Bon, Ok. écoute, désolé Lucien, on essuie les plâtres avec toi. Ça n'a rien de personnel. Fallait que ça tombe sur quelqu'un. Oui, non, là, j'ai plus la main sur réactiver. Donc, de toute façon, après, on peut toujours les remontrer à n'importe quel moment. Donc, je propose que tu continues et puis on pourra afficher au moment où on le fera. Ok, vas-y, Ok. Bon, bah, je je te laisse la continue du main. coup. Alors, c'était la réponse C. Donc, a priori, il y a eu de l'eau liquide qui a coulé sur Mars. Et au moins localement, on a trouvé des environnements qui pouvaient être habitables, du moins comparé à la vie qu'on connaît sur Terre. Et donc, effectivement, si on regarde un peu dans l'histoire de Mars, donc elle est divisée en 3 grandes ères, le Noachien, l'Hespérien et jusqu'à aujourd'hui l'Amazonien. Et bien en fait, au Noachien, et puis de façon un petit peu plus déclinante à l'Hespérien, on retrouve des traces de l'activité de l'eau liquide. Donc on va retrouver des minéraux hydratés, on va retrouver des réseaux de vallées, dont la plupart peuvent s'expliquer par du ruissellement en surface. On retrouve d'anciens lacs, on retrouve d'anciens deltas, donc qui eux se forment lorsqu'il y a de l'eau liquide. Et puis, avec l'apport des missions in situ, donc là, ce sont des résultats de la mission MSL et du rover Curiosity, eh bien, on a pu montrer que localement, à l'époque, il y avait des conditions chimiques et puis qui étaient favorables donc, à la vie telle qu'on la connaît sur Terre, et puis des composés également utiles à une activité biologique. Donc, deuxième quiz, quelle est actuellement notre idée du climat martien il y a environ 4 milliards d'années? Donc, réponse A, soit on a une atmosphère très épaisse avec un climat chaud et humide, donc on va avoir un cycle de l'eau en surface qui ressemble à ce qu'on a sur Terre. Réponse B, on a un climat qui est plus froid et sec, donc avec principalement de l'eau sous forme de vapeur et de glace. Et puis réponse C, ben, ça dépend à qui est-ce qu'on demande. Donc je pense que je peux laisser une dizaine de secondes et puis pour vous laisser réfléchir. Donc on n'aura pas les résultats tout de suite, mais c'est pas grave. Alors là, moi, j'arrive pas du tout à l'activer, Quentin, c'est complètement bloqué. Donc, c'est peut-être qu'il y a juste toi qui as la main.
Je vais donner la réponse. Ça dépend à qui est-ce qu'on pose la question, en fait. Puisque là, je vous ai montré des formations géologiques qui se forment lorsqu'on a de l'eau liquide en surface sur une période relativement prolongée. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, les modèles, ils n'arrivent pas à reproduire ces conditions de surface. Et ça, c'est principalement dû au fait que, il y a 4 milliards d'années, le Soleil était plus jeune, il rayonnait moins. Et donc, il faudrait des quantités de gaz à effet de serre complètement énormes pour reproduire ces climats-là. Et donc, actuellement, c'est une grosse question qu'on a sur l'étude de Mars. C'est essayer de réconcilier un petit peu les observations et les modèles. Et donc, probablement qu'on avait un climat qui devait être majoritairement froid et sec, et puis que, de façon un petit peu transitoire, ce climat a pu se réchauffer et puis permettre à l'eau liquide d'être stable en surface. Et puis, dernière question, est-ce qu'on a eu déjà des retours d'échantillons de la planète Mars? Oui, non, ou c'est compliqué? Désolé Lucia, je crois que ça n'a pas l'air de marcher non plus. On va voir si les gens ont réussi à voter. Donc on laisse quelques secondes pour que les gens essayent. Ok, donc la réponse, c'était encore la nuance une fois, c'est compliqué. Puisqu'effectivement, on a des roches martiennes dans les laboratoires qui sont faites les météorites martiennes. Mais ces roches-là, on ne sait pas d'où elles proviennent de la surface de la planète. Donc on attend vraiment les retours d'échantillons pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans notre interprétation. Donc par rapport à ces questions, les missions Mars 2020 et ExoMars vont vraiment essayer de répondre à ces questions, puisque les deux missions vont avoir pour objectif de caractériser un petit peu ces anciens environnements, et puis notamment pour la mission ExoMars, comme son nom l'indique, de chercher des traces de vie ancienne sur Mars. Et puis pour la mission Mars 2020, on a une exploration qui est vraiment orientée collecte d'échantillons, puisqu'on va venir forer des roches qui sont après mises de côté, et puis renvoyer sur Terre grâce à une autre mission de retour d'échantillons. Donc, les sites d'atterrissage de ces missions, ils sont assez particuliers, en fait, puisque jusqu'ici, on n'a jamais atterri sur des terrains, des sites d'atterrissage qui étaient globalement d'âge noackien. Et donc là, pour la première fois, on va pouvoir aller, grâce aux missions Mars 2020 et ExoMars, explorer ces terrains très anciens et donc en apprendre beaucoup sur le début de l'histoire de Mars. Alors, juste avant de vous présenter ces sites d'atterrissage, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a à disposition pour faire de la géologie depuis l'orbite martienne. Et donc, on est assez chanceux pour Mars, puisqu'on a on a un nombre d'instruments qui est absolument incroyable. Donc là, je vous ai mis quelques instruments que j'ai utilisés pendant ma thèse, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et donc, on a accès à plein d'informations. On a des données d'imagerie, donc jusqu'à 25 cm par pixel, donc c'est quand même de la très haute résolution. Sur ces images-là, on arrive à voir les rovers à la surface de Mars. Ce qu'il y a ici en orange sont des données en fait, qui nous permettent d'avoir une indication sur la minéralogie des surfaces. Donc ça, c'est principalement la technique de spectroscopie dans le visible et proche infrarouge. Donc c'est une technique qui est énormément utilisée pour l'étude de la surface de Mars. Et donc en fait, on va regarder comment la lumière du Soleil est réfléchie par la surface. Et donc, on va produire des spectres et en fonction des différentes bandes d'absorption qu'on observe, on peut en déduire la présence de minéraux à la surface. Et puis, on a également des informations sur la granulométrie des surfaces, puisqu'on a des mesures d'inertie thermique. Et puis, on a aussi des données sur l'altimétrie. Donc, on peut refaire un petit peu des modèles 3D contraints en altitude qui nous permettent de faire de la géologie de façon correcte. Et puis, un dernier point qu'on peut estimer grâce à ces données orbitales, c'est l'âge des surfaces. Puisque, en fait, quand une surface se forme, elle va être vierge de tout cratère d'impact.
Et puis, au fur et à mesure du temps, elle va être impactée. Et donc, on estime que plus une surface est vieille, et bien, plus elle va présenter des cratères d'impact. Et donc, cette relation densité de cratères, âge absolu des surfaces, elle a été calibrée pour la chronologie lunaire, puisqu'on a eu des retours d'échantillons des missions Apollo et Luna. Dans le cas de la chronologie martienne, eh ben, on n'a pas encore eu de retour d'échantillons. Donc on a quelque chose qui est plus dérivé de la chronologie lunaire, donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc voilà, d'où vraiment l'importance de ces retours d'échantillons. Donc voilà, je vais vous présenter ces sites d'atterrissage, donc en commençant par le site d'atterrissage de Mars 2020, du rover Perseverance, qui est situé en marge de ce bassin d'impact d'Isidis Planitia, qu'on voit ici en bleu. Donc, plus en détail, le site d'atterrissage de Persévérance, c'est le cratère G0, donc qui est un cratère d'impact qui s'est formé probablement au Noakien. Et donc G0 en slovène, ça veut dire lac. Et en fait, au Noakien et à l'Hespérien, ce cratère d'impact était en fait un lac. Donc si on zoome un peu plus sur la zone d'atterrissage, donc là, il n'y a pas d'échelle, mais l'ellipse d'atterrissage fait environ une dizaine de kilomètres de large. Déjà, ce qu'on voit, c'est que ici, on a une composition colorée dans le proche infrarouge. On voit qu'il y a de la variabilité sur cette surface. Il y a plusieurs types de surfaces, plusieurs types de minéralogie. Et donc, la partie la plus ancienne qui est accessible par le rover au fond du cratère, c'est ce qu'on voit ici en orange. C'est une unité qui est assez claire et qui apparaît assez riche en olivine et en carbonate. Donc moi, pendant ma thèse, j'ai proposé que cette unité pourrait être en fait un résidu de cendres altérées, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail après. Et puis donc au-dessus de cette unité, on va retrouver quelque chose de plus sombre, là qui apparaît un peu ici en violet, qui est en fait une coulée de lave qui est venue remplir l'intérieur du cratère. Et puis une unité géologique extrêmement intéressante dans ce cratère, c'est ce qu'on voit ici en vert, qui pourrait correspondre à des dépôts sédimentaires de carbonate lacustre, c'est-à-dire qui auraient précipité dans le lac lorsque G0 était un lac. Et ces carbonates, ils nous intéressent particulièrement puisque sur Terre, on sait que ce sont des roches qui préservent très bien les biosignatures. Donc c'est vraiment des échantillons qu'on va chercher à échantillonner assez rapidement. Et puis au centre de cette zone d'atterrissage, on observe cette formation qui correspond à un delta, un ancien delta en fait, d'âge hespérien. Donc les deltas, pour les non-géologues, ça se forme à l'embouchure d'un fleuve. Donc lorsqu'on arrive le fleuve arrive dans une étendue d'eau liquide, donc une mer, un océan. Et puis toutes les roches qui ont été charriées en amont par le réseau fluviatif vont venir se déposer ici au niveau de ce delta. Et donc le delta de G0, on l'observe assez bien depuis l'orbite. Donc on voit qu'il est assez varié d'un point de vue minéralogique. Il apparaît riche en silice hydraté, donc plus en opale, qui est un minéral qui préserve très bien les biosignatures, encore une fois. Et puis surtout, on va retrouver dans ce delta des classes qui proviennent de toute la région du bassin versant, donc de toute la région en dehors du cratère de G0 qui a été drainé par ce réseau fluviatif. Donc si on dézoome un petit peu sur cette région où se trouve le cratère G0, eh bien, on se trouve dans la région de Nili-Fossé qui est depuis l'orbite une des régions les plus diversifiées d'un point de vue géologique, minéralogique. Et donc on s'attend dans ce delta à retrouver plein de roches différentes. Donc on va retrouver notamment de la croûte magmatique, donc non altérée, donc on voit ici sur les images en bas. On retrouve également de la croûte plus stratifiée qui apparaît un peu plus riche en minéraux d'altération, donc on a peut-être ici des sédiments. Et puis en haut à gauche, on observe de la croûte ici qui est parcourue de fractures hydrothermales. Donc vraiment, on a quelque chose d'assez diversifié. Et puis on va également retrouver les témoins des impacts assez violents qui ont façonné la planète au début de son histoire, avec notamment ces énormes blocs qu'on appelle des mégabrèches, qui sont en fait des blocs qui ont été éjectés lors de l'impact géant d'Isidis, qui a eu lieu il y a environ 4 milliards d'années. Donc ces blocs, on en retrouve dans la région, on en retrouvera peut-être dans le delta, et puis on en a également sur les remparts du cratère G0. Et puis finalement, dernière unité principale qu'on retrouve dans cette région, c'est la même unité qu'on trouve à l'intérieur du cratère, qui est une unité qui paraît assez riche en olivine et en carbonate, et moi qui m'a particulièrement intéressée pendant ma thèse.
Donc cette unité, elle ressemble à ça. Donc ce qu'on voit ici en bleu, c'est une unité qui est pas très épaisse, qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut, qui apparaît assez finement stratifiée. Et puis c'est une unité qui correspond aux détections les plus importantes d'olivine et de carbonate de la planète. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur, qui a été quand même relativement bien étudié. Mais par rapport à ça, on n'a pas réussi à bien la dater. Et puis surtout, on ne sait pas vraiment comment elle s'est formée. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été proposés. Donc soit plus des roches crustales intrusives, soit plus des coulées de lave ou des dépôts pyroclastiques. Donc c'est plus des dépôts qui apparaissent lorsque on a des explosions volcaniques. Et puis il a également été proposé que cette unité pourrait correspondre à des éjectats, en fait, des dépôts liés à l'impact des Isis, donc soit des roches fondues, soit un condensé de vapeur silicatée. Et puis finalement, hypothèse assez différente des autres, on serait en présence de sédiments détritiques. Donc quand même des hypothèses assez différentes. Et donc pendant ma thèse, voilà, j'ai essayé de regarder un petit peu toutes ces questions de scénarios de formation et puis d'âge. Et dans un premier temps, j'ai cartographié un peu de façon automatique les affleurements de cette unité. Donc pour ça, j'ai utilisé des données de spectroscopie de réflectance et puis d'inertie thermique. Et ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est qu'on a une unité qui est extrêmement étendue, autant horizontalement qu'en altitude. Et puis ce critère d'altitude, il est assez montre qu'on a des affleurements de cette unité bien au-dessus des lignes de rivage qui ont été estimées pour les phases océaniques martiennes. Donc ce qui est extrêmement débattu, si un jour Mars a eu un océan ou plusieurs océans, eh bien là, cette unité olivine ne correspondrait pas à des sédiments marins de cet océan. Et puis j'ai regardé à plus haute résolution à quoi elle ressemblait cette unité, et notamment la géométrie de ces strates. Donc j'ai remarqué qu'on avait quelque chose qui venait vraiment draper une ancienne topographie. Donc on imagine assez mal des roches intrusives. Et puis on n'observe pas non plus de discordance, d'anciens lits de rivière ou encore de stratification entrecroisée. Donc les stratifications entrecroisées, c'est des formations sédimentaires qu'on observe généralement dans le cas des dépôts éoliens. Et donc ces observations, elles permettent d'éliminer l'hypothèse de sédiments détritiques, donc que ce soit fluviatiles ou éoliens. Et puis j'ai essayé de dater cette unité dans la chronologie martienne. Donc, pour ça, j'ai regardé quels étaient les cratères qui venaient impacter cette unité, et puis j'ai comparé au modèle martien. Et en prenant en compte les incertitudes, on a une unité qui s'est formée il y a au moins 3,75 milliards d'années, donc une unité qui est assez vieille. Donc ça, c'est vraiment un âge minimum, parce que sur Mars, contrairement à d'autres corps du système solaire, on a très rapidement de l'oblitération sur les cratères, donc c'est-à-dire qu'ils vont être soit remplis, soit érodés. Mais on sait que sur cette unité, on a suffisamment de cratères pour dire qu'elle est âgée d'au moins 3,75 milliards d'années, à peu près. Et puis, j'ai contraint un petit peu mieux cet âge en faisant un peu de stratigraphie relative, c'est-à-dire en regardant un petit peu comment cette unité, elle était intercalée entre les différentes autres unités géologiques, les différents événements. Et j'ai remarqué qu'en fait, elle venait se superposer aux remparts du cratère G0, qui eux-mêmes sont extrêmement érodés. Donc, a priori, on a une unité qui s'est mise en place après ce cratère G0 et après l'érosion de ces remparts. Et puis que le cratère G0, il est localisé en fait sur les remparts du bassin d'impact d'Isidis, donc probablement qu'il est arrivé après cet événement d'Isidis. Donc si on recoupe un petit peu toutes les informations, on peut resserrer un petit peu cet âge et finalement trouver un âge moyen d'environ moins 3,82 milliards d'années. Donc cet âge, il est assez important puisque on va avoir des retours d'échantillons de cette unité. Donc on va pouvoir dater en laboratoire très précisément ces roches. Et en comparant un petit peu l'âge qu'on trouve en laboratoire avec l'âge qu'on obtient dans la chronologie martienne actuelle, et ben on va pouvoir venir calibrer un petit peu la chronologie martienne de la même façon qu'on a fait avec la chronologie lunaire. Et puis cet âge, il nous dit aussi qu'on n'est pas en présence des éjectats d'Isidis, puisque il y a eu plusieurs millions d'années entre l'impact géant d'Isidis et puis la mise en place de cette unité. Donc finalement, ça nous laissait deux principaux scénarios, qui sont les scénarios volcaniques, donc soit des coulées de lave, soit des dépôts pyroclastiques, donc plus des cendres.
Alors, il se trouve que quand on regarde l'inertie thermique de ces dépôts, on a quand même quelque chose qui apparaît comme assez friable, assez plastique. Et donc, on serait plutôt en présence de cendres que de coulées de lave. Donc, les événements volcaniques explosifs qui donnent des formations riches en olivine, c'est assez rare sur Terre, puisque s'il y a de l'olivine, c'est que les magmas sont assez peu évolués, et donc ce ne sont pas des magmas qui ont tendance à exploser. Et donc, si on a eu effectivement des éruptions explosives, eh bien, il faut que, au moment où il y a eu la remontée du magma, le magma soit rentré en contact avec de l'eau, donc soit une nappe phréatique, soit plus en surface. Ce qui veut dire qu'au Noakhien, donc à l'époque où cette unité géologique s'est mise en place, eh bien, il devait y avoir de l'eau au moins en subsurface. Et puis, vu la taille immense de ces dépôts, on s'attend quand même à plusieurs sources et puis avoir des explosions assez intenses. Donc, on a estimé qu'avec les dépôts qu'on observait aujourd'hui, il y a eu des événements au moins 1000 fois plus importants que celui du Vésuve qui a détruit Pompéi. C'est juste pour rendre ça un peu plus intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pour le site d'atterrissage de Mars 2020. Maintenant, je vais vous parler un peu du site d'atterrissage d'ExoMars. Puisque donc, moi, j'étais au laboratoire de géologie de Lyon pendant ma thèse, donc avec l'équipe qui a proposé ce site d'atterrissage, donc en collaboration avec l'IAS. Et donc, je voulais vous présenter un petit peu tout le cheminement qu'il y a eu pour trouver ce site d'atterrissage. Et donc, la mission ExoMars, comme son nom l'indique, elle est très orientée exobiologie. Donc, on va vraiment chercher d'anciennes traces de vie. Et donc, par où on commence pour trouver un site d'atterrissage qui correspond à cet objectif-là? Eh bien, on va chercher déjà à avoir un site où il y a eu beaucoup d'eau liquide sur une période prolongée dans le temps. Donc, on va plus chercher des terrains noachiens. Et puis, on va également chercher des roches sédimentaires qui, à l'opposé des roches volcaniques, concentrent assez bien la matière organique, puisqu'il faut pouvoir la détecter aujourd'hui. Alors, le problème qu'on a avec la mission ExoMars, c'est que bien les Européens et les Russes n'ont encore jamais atterri sur Mars. Et donc, on a une ellipse d'atterrissage qui est extrêmement grande, qui fait plus de 120 km de long, alors que le rover, finalement, il va faire au maximum 400 km. Donc, il fallait trouver une zone où, sur des centaines de kilomètres, on pouvait avoir des affleurements intéressants d'un point de vue scientifique. Et donc, pour trouver ce site, l'équipe a, dans un premier temps, filtré la carte de Mars en fonction des contraintes d'ingénierie, c'est-à-dire des contraintes en latitude, donc pour que les panneaux solaires opèrent correctement, et puis des contraintes en altitude. Donc, on cherchait à avoir des terrains très bas pour avoir suffisamment le temps de freiner lors de la descente dans l'atmosphère. Et donc, ça laissait finalement deux zones pas très étendues comparées à l'ensemble de Mars. Donc, sur la droite, on retrouve le bassin d'Isidis Planitia avec le cratère G0 et puis le site d'atterrissage de Mars 2020. Et donc, l'équipe s'est plus intéressée à ce qui se passait ici sur la gauche, donc sur le bassin d'impact de Chryse Planitia. Donc, si on zoome, c'est un bassin, on va retrouver des terrains très anciens, des terrains d'âge noachien, qu'on voit ici à gauche en rouge. Et puis, ce sont des terrains aussi sur lesquels on va retrouver des minéraux hydratés. Et donc, en combinant un petit peu ces informations, c'est comme ça que l'équipe est arrivée à trouver le site d'atterrissage d'ExoMars, le site d'Oxyaplanum. Donc là, ce qu'on voit ici en rouge sont des détections automatiques de minéraux hydratés. Et puis, en blanc, l'enveloppe des ellipses d'atterrissage. Donc là, c'est celle qui a été utilisée pour un atterrissage en 2020. Donc, comme la mission a été repoussée, l'ellipse est un peu décalée, mais ça ne change pas fondamentalement beaucoup de choses. Et donc, ce site, il est recouvert partout d'une unité donc voilà, qui correspond aux détections de minéraux hydratés, qui est une unité argileuse et qui est une unité qui est très ancienne, elle aurait plus de 4 milliards d'années. Donc, vraiment, elle va enregistrer les conditions de Mars il y a très longtemps. Et c'est une unité qui apparaît riche en argile. Et donc, ces argiles, on sait que ce sont des minéraux qui se forment dans l'eau, qui sont généralement de bons catalyseurs pour les réactions organiques, et puis qui sont également capables de stocker de la matière organique dans leur structure. Et puis, ce sont des minéraux qui se forment dans des conditions de pH et de température qui sont relativement favorables à la vie, donc, comparées à la vie qu'on a sur Terre. Et puis, c'est une unité qui est finement stratifiée, qui vient draper une topographie préexistante et puis qui
qui est localisé dans les bassins, dans les points bas. Donc il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. Donc soit on sera en présence de cendres volcaniques qui auraient été altérées, soit on sera en présence de sédiments marins. Et ce qui est intéressant quand on regarde où est situé Oxyaplanum, eh bien on est juste à côté des lignes de rivage qui ont été proposées pour les océans martiens. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement débattu, l'océan martien, mais si un jour Mars a connu des phases océaniques, eh bien on pourrait être en présence des sédiments qui y sont associés. Alors donc cette unité, pour ces raisons-là, c'est la cible principale de la mission ExoMars. Vraiment, ce sont des roches qu'on va chercher à échantillonner rapidement. Et puis, c'est une unité qui affleure à de nombreux endroits sur l'ellipse d'atterrissage. On a estimé, donc là, pour l'ellipse de 2020, qu'il y avait plus de 70% de chances d'atterrir directement dessus, malgré le fait qu'on ait une ellipse de plus de 120 km de long. Et puis, si on prend en compte la capacité du rover à pouvoir rouler vers un affleurement pour faire un échantillonnage, eh bien, on aurait plus de 99% de chances d'aller voir ces roches-là. Donc, spectralement, c'est une unité qui a une signature d'argile ferromagnésienne. Donc ça, on le voit puisqu'on a des bandes d'absorption vers 1,4, 1,9 microns, qui nous indiquent qu'on est en présence d'une phase hydratée, et puis vers 2,3 et 2,4 microns, qui sont des absorptions qui correspondent à la vibration de la liaison métal-OH dans les minéraux. Et donc, typiquement, quand on observe ce genre de spectre, on sait qu'on est en présence d'une argile ferromagnésienne. Et puis, également quelque chose de très important, cette signature spectrale, eh bien, finalement, c'est un peu celle qu'on observe à de nombreux endroits sur les terrains noachiens qui sont altérés. Donc, si on arrive à échantillonner et à analyser ces dépôts, eh bien, on va pouvoir essayer un peu d'extrapoler et de comprendre un peu l'altération noachienne à l'échelle globale. Alors, un des problèmes qu'on a eu avec ces argiles, c'est que spectralement, elles apparaissent très homogènes sur le site. Il n'y a pas beaucoup de variations, au moins dans les données à moyenne, à basse résolution. Et ça peut être un problème puisque si jamais on atterrit sur ces dépôts, qu'on fait un échantillonnage et que les résultats ne sont pas vraiment concluants en termes d'objectifs de la mission, eh bien, il y a assez peu de chances qu'on aille voir des affleurements très différents qui enregistrent des environnements différents. Et donc, pendant ma thèse, j'ai essayé de regarder un petit peu cette unité argileuse, essayer de voir si on avait de la variabilité à haute résolution. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, on a quand même un peu de variabilité. Déjà, sur les images multispectrales, donc là, c'est des images en fausse couleur, on voit qu'il y a des variations de couleurs qui sont à relier à des différences de composition. Et on a observé différents types de terrains. Donc là, on a des terrains qui apparaissent un peu plus bleus ici, avec des fractures assez larges, qui eux ont une signature spectrale qui correspond plus à un mélange de ces argiles ferromagnésiennes avec de l'olivine, donc quelque chose d'un peu plus volcanique. Et puis, si on descend dans la stratigraphie, eh bien, on observe des terrains qui apparaissent un peu plus orangés, qui sont beaucoup plus riches en argile ferromagnésienne, et sont des terrains où on pourrait, c'est pas confirmé, mais on pourrait avoir une détection de carbonate. Et les carbonates, ça serait extrêmement intéressant puisque ce sont des minéraux qui se dissolvent en conditions acides. Donc, si on en observe aujourd'hui, c'est que le site a été préservé des conditions acides qui ne sont pas forcément favorables à la vie. Et puis, également, une bonne nouvelle, ces terrains qui apparaissent très altérés, avec beaucoup de minéraux d'altération, eh bien, on les retrouve à de nombreux endroits dans l'ellipse d'atterrissage, ils sont assez bien répartis. Et on en retrouve également au centre de l'ellipse, donc là où la probabilité d'atterrir est la plus forte. Alors sur Oxyaplanum, on n'a pas seulement des argiles, on a aussi d'autres unités géologiques. Et on retrouve, tout comme le cratère G0, on va retrouver un delta, qui est ici un peu sur la partie est de l'ellipse. C'est un delta d'âge noachien, donc qui est plus vieux que le delta de G0. Et puis, donc, je vous ai dit, les deltas se forment lorsqu'il y a une étendue d'eau liquide, un lac, une mer. Et donc, si on regarde l'altitude à laquelle s'est formé ce delta, eh bien, on peut essayer de retrouver l'étendue de l'eau liquide à l'époque où le delta s'est formé. Et on remarque, donc, ce qu'on voit ici en bleu sur la droite, c'est qu'une bonne partie de l'ellipse d'atterrissage, en fait, était recouverte par de l'eau liquide. Et puis, avec la topographie actuelle, on a quelque chose qui est ouvert vers les plaines du Nord, donc potentiellement quelque chose d'un peu plus grand que seulement une mer restreinte au niveau d'Oxyaplanum. Et puis ce delta, il apparaît également enrichi en opale, en silice hydraté.
donc qui est encore une fois un minéral qui permet de bien préserver les biosignatures. Après, le problème comparé à G0, c'est qu'on a une ellipse qui est beaucoup plus grande et donc une probabilité d'aller visiter ce delta qui est plus faible, qui est de moins de 10%. Donc probablement que malheureusement, on n'ira jamais le visiter, ce delta. En revanche, on a d'autres affleurements qui pourraient être reliés à l'activité de ce delta, qui sont des espèces de petites buttes témoins qu'on observe un peu partout dans l'ellipse. Donc une butte témoin, donc je vous ai mis en haut à droite, c'est les restes en fait d'unités plus larges qui a été érodée. Et donc ces buttes témoins, elles se retrouvent à peu près sur le même niveau stratigraphique que le delta, et puis elles ont, en termes d'inertie thermique, une signature qui est extrêmement similaire. Donc peut-être que ces buttes sont en fait les résidus de sédiments qui se sont formés dans l'étendue d'eau liquide dans laquelle s'est formé le delta. Et puis, dernière unité géologique, et après j'arrête de vous parler de cailloux, eh bien, c'est une unité qu'on a appelée la Dark Resistance Unit de façon assez descriptive, parce que c'est une unité qui était sombre et résistante à l'érosion, qu'on voit ici en violet sur la carte. Et donc, c'est une unité qu'on a datée à l'Amazonien, donc il y a environ 2,6 milliards d'années. C'est une unité qui n'apparaît pas altérée, qui apparaît assez indurée, très résistante à l'érosion, qui a une forte inertie thermique. Donc, on pense que ça correspondrait plus à d'anciennes coulées de lave qui auraient pu à un moment recouvrir une partie du site et qui auraient été érodées pour produire les affleurements qu'on observe aujourd'hui. Donc, Oxyaplanum, c'est un site qui reste assez complexe. On a encore beaucoup de questions, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe. Mais on peut quand même dessiner une histoire avec les événements principaux qui l'ont affecté. Donc, on démarre de cette unité la plus ancienne, qui est l'unité stratifiée qui est riche en argile, qui s'est formée il y a plus de 4 milliards d'années. Et on sait que vers la fin du Noachien, le site devait être recouvert par de l'eau liquide, donc qui avait également un delta, un réseau fluviatile plus en amont qui venait drainer la région. Et puis, cette étendue d'eau, eh bien, elle s'est asséchée au cours du temps. Et puis, à l'Hespérien et à l'Amazonien, il devait principalement y avoir de l'érosion du site. Il ne s'est pas passé grand-chose, mis à part des événements volcaniques qui ont eu lieu principalement au début de l'Amazonien, qui sont venus recouvrir une partie du site. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on a eu principalement de l'érosion qui a mis à jour tous ces dépôts. Et puis, finalement, une dernière chose importante avec le site d'Oxyaplanum, c'est que on a une mission qui est très orientée exobiologie. Donc, on va chercher à trouver des biosignatures qui auraient été conservées pendant plus de 4 milliards d'années. Donc, c'est quand même une tâche très difficile. Et il y a cette question qui se pose de la préservation des biosignatures. Et il se trouve que sur Oxyaplanum, on a eu énormément d'érosion. Donc ça, on le voit puisqu'on a des morphologies inversées. Donc ici, ce qu'on voit en haut, c'est un ancien cratère qui a été rempli de lave et tout le tour a été érodé pour laisser un petit peu ces morphologies là qu'on observe. On a ces buttes témoins. Et puis, on a également des modèles qui ont été faits sur l'oblitération des cratères d'impact. Et ces modèles, en fait, ils nous permettent de dire que même aujourd'hui, eh bien, on a de l'érosion continuelle de la surface et que ces surfaces, en fait, sont mises à jour de façon relativement rapide et plus rapidement que les taux de destruction de la matière organique en surface, puisque la surface de Mars détruit les composés organiques assez rapidement. Et donc, ce qui est bien, c'est que si on atterrit sur Oxyaplanum et qu'on fait un forage, eh bien, a priori, on aura des roches qui ont été mises à la surface relativement récemment. Donc, pour ce qui est à retenir de ces sites d'atterrissage, eh bien, on a des sites qui exposent des roches en fait, qui enregistrent vraiment les conditions très précoces de Mars, du Noachien. Donc, elles nous intéressent particulièrement puisque c'est une époque qui n'a pas été énormément visitée par les missions in situ. Et puis, les roches et les minéraux qu'on observe sur ces sites d'atterrissage, ils nous indiquent que ce sont des régions où il y a une histoire très liée avec le liquide. Et puis également, ce sont des roches qui ont tendance à plutôt bien concentrer la matière organique et à la préserver. Donc, ce sont des terrains qui sont a priori assez attractifs si on cherche
à trouver d'anciennes biosignatures. Et puis, même si on ne trouve pas d'anciennes vies sur Mars, eh bien, on pourra toujours avoir énormément d'informations sur le climat ancien de Mars. On en apprendra sûrement beaucoup. Donc, petite comparaison pour conclure sur ces sites. Eh bien, le cratère Jezero, on voit que c'est un cratère qui est rempli de roches qui sont extrêmement diversifiées, donc qui enregistrent des environnements très différents. Un des seuls petits bémols qu'on pourrait proposer sur ce site, c'est que finalement, les roches les plus anciennes, eh ben, elles sont régionales, elles ne sont pas dans le cratère, et elles ont été transportées à travers ce réseau fluviatile jusque dans le delta, donc peut-être qu'elles ont été un peu modifiées, donc ça serait vraiment une chose qu'on pourrait reprocher à ce site, mais globalement, c'est un site qui a l'air vraiment super. Et puis surtout, on va pouvoir avoir des retours de ces échantillons pour faire une analyse un peu plus poussée en laboratoire, et puis surtout pour calibrer la chronologie martienne. Et puis le site d'Oxyaplanum, donc, qui a une petite faiblesse qui apparaît un peu moins diversifiée d'un point de vue géologique, mais pourtant, il a une force, ce site, c'est que toutes nos cibles pour aller échantillonner des roches avec un très bon potentiel exobiologique, elles sont assez bien exposées, et malgré le fait qu'on ait une ellipse qui est très large, eh bien, on va pouvoir avoir accès à ces dépôts dans tous les cas. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, et puis pour ceux qui souhaitent suivre l'atterrissage de Persévérance en live, donc dans moins de 20 jours, eh bien, il faudra vous connecter un peu avant 21h50, qui est la date prévue d'atterrissage. Je vous ai mis une liste non exhaustive de chaînes à aller regarder pour suivre les événements qui seront organisés. Voilà. Merci beaucoup, Lucia. Merci d'avoir été impeccablement ponctuel. Écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Alors, je sais que sur Zoom, on est toujours un petit peu plus hésitant, mais n'hésitez pas. Alors, bonjour, moi j'aurais une question. Je ne sais pas comment fonctionne, on lève la main ou... Non, mais c'est bon, là, tu peux y aller. Ok, bonjour, c'est Frédéric Schmitt de GEOPS. Donc merci pour la présentation, c'était vraiment très clair. Moi j'aurais une question sur G0. Donc si c'est bien un dépôt pyroclastique comme tu le proposes, donc plutôt volcanique, en fait la question c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer du coup les carbonates? Parce qu'apparemment donc il y a à la fois cette présence d'olivine et de carbonates qui est assez troublant. Est-ce que tu pourrais commenter là-dessus s'il te plaît? Ouais, alors les carbonates, c'est vrai que c'est une grosse question, puisque je crois qu'on a eu 5-6 scénarios d'altération qui ont été proposés par différents auteurs. Donc l'olivine s'altère en carbonate sur Terre, c'est des choses qu'on peut retrouver. Mais en tout cas, avec nos mesures depuis l'orbite, c'est extrêmement difficile, puisqu'on n'a pas de contexte sur vraiment l'altération à l'échelle du grain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment voir depuis l'orbite. Donc ça reste vraiment très énigmatique, et tant qu'on n'aura pas atterri, probablement qu'on n'aura pas de réponse. Voilà. Mais bon, après, c'est une unité qui affleure directement dans la zone d'atterrissage. Donc peut-être que justement cette question de l'altération, elle devrait trouver des réponses ou pas relativement rapidement. Après, moi, de ce que j'avais vu sur l'étendue des carbonates, on a des affleurements où, en fait, sur plusieurs dizaines de mètres de haut, on va retrouver des carbonates dans la roche. Et un des scénarios, que ces carbonates se seraient formés par contact, donc entre cette couche à olivine chaude volcanique qui serait mise sur un socle riche en phyllosilicate, donc avec plus des phases hydratées. Et donc ce contact entre les deux aurait fait une espèce de métamorphisme de contact et aurait produit par altération les carbonates. Mais bon, si on en retrouve sur plusieurs dizaines de mètres de haut, ça paraît quand même assez difficile à expliquer, d'autant qu'on n'a pas vraiment de fracture qu'on observe qui pourrait faire remonter ces fluides dans l'unité. Et voilà, pour le reste, on n'a pas vraiment de réponse, je pense. Je rebondis là-dessus, avant qu'on parte sur un autre sujet. François Forger, donc au LND. Dans ton exposé, tu as vraiment séparé deux sortes de carbonates. Hein. Tu as les carbonates qui sont dans la zone riche en olivine, puis tu as décrit quand même ce spectaculaire, je ne sais pas si on dit affleurement, au-dessus du delta. Et ils sont considérés comme étant de nature différente. Tu peux en dire un petit peu plus? Oui, c'est une étude qui est sortie l'an dernier, qui a regardé en fait
effectivement, à cet endroit-là, plusieurs choses déjà, donc les signatures spectrales de ces carbonates et puis leur distribution d'altitude, et remarqué que c'était quelque chose qui était probablement différent du reste de la région, qui était relativement bien restreint sur la marge du cratère G0, et donc qui serait effectivement différent de cette unité à Olivine. Et donc ça pourrait être des sédiments avec précipitation dans le lac. Après, ça paraît, moi j'ai pas la réponse, hein, mais ça paraît assez étonnant que les seuls carbonates marginaux qu'on trouve, lacustres, soit dans la région où on a quasiment les seules détections, les détections les plus importantes de carbonates de Mars. Si on a une précipitation directement depuis l'atmosphère, c'est une drôle de coïncidence que ça soit dans une région où on a déjà des carbonates un peu de partout. Enfin, je ne sais pas, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder assez rapidement. Mais pour le moment, ce qui est globalement admis, c'est qu'on a quelque chose de différent à cet endroit-là, oui. Alors, d'autres questions? Alors moi, j'avais une question mais complètement naïve de Béotien pur. Qu'est-ce qui fait que historiquement, jusqu'à présent, le noachien n'avait pas du tout été sondé par les précédents sondes? C'est juste le hasard? C'est parce que c'était plus difficile? Enfin, vraiment, question absolument bête, mais ouais. Alors, je pense que c'est une bonne question. J'ai pas vraiment la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un l'a. Je pense qu'au début, on cherchait principalement les endroits où il y a eu de l'eau liquide. Et on sait que de l'eau liquide, il y en a eu pas seulement sur les terrains, au moment du noachien, il y en a eu aussi un peu au début de l'hespérien, même si on était plus sur une phase déclinante. Et donc, on avait des sites d'atterrissage hespériens qui apparaissaient dans le passé riches en eau liquide, donc on pouvait très bien atterrir dessus. Et puis, il y a peut-être aussi le fait qu'on a un critère en altitude pour atterrir. On va chercher à atterrir sur les terrains les plus bas. Et il se trouve que sur Mars, on a une dichotomie en altitude et que les terrains les plus bas, en fait, sont les terrains les plus récents. Que les terrains noachiens, ils sont généralement très hauts et c'est assez difficile d'atterrir dessus. Donc, voilà, peut-être que ça peut expliquer pourquoi on n'a encore jamais vraiment visité de terrain noachien. Il y a eu des affleurements noachiens sur certaines missions déjà, mais c'était quelque chose de très localisé. C'est pas vraiment des sites entiers qu'on est allé explorer. Voilà. Ok, d'accord, merci. D'autres questions? Moi, je veux bien poser une petite question, mais qui est un peu spécialiste, donc tu peux répondre par oui ou non. Dans votre enquête sur Oxyaplano, vous avez pas du tout, après recherche, donc trouvé de phyllosilicates riches en aluminium du tout? Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas finalement? C'est une grosse question en fait, parce que on a peut-être des signatures effectivement de phyllosilicates riches en aluminium. Mais ce n'est pas des signatures qui sont extrêmement évidentes. Il y a peut-être des effets d'accumulation de bruit sur cette bande à 2,2 microns qui est la bande de l'aluminium. Donc on n'en a pas parlé parce qu'on pense que ce n'est pas une détection qui est suffisamment forte pour la montrer. Après, on a certains spectres qui peuvent correspondre, mais c'est même assez difficile de les faire correspondre à une morphologie spéciale en surface. Ça ne correspond pas à des unités vraiment différentes sur l'imagerie, donc c'est quelque chose d'assez... on ne sait pas trop, donc on ne préfère pas en parler tant qu'on n'est pas sûr. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on remercie encore une fois vraiment beaucoup Lucia pour avoir fait ce passionnant séminaire. Et puis, désolé pour les petits incidents techniques, mais pour ceux qui n'ont pas eu le chat, les sondages sont maintenant accessibles, voilà, avec les résultats, etc. Je vois que Quentin les a mis. Oui, donc cette vidéo a été enregistrée. Elle sera sur la chaîne YouTube, normalement, du Lesia prochainement. Donc, allez la voir régulièrement. Normalement, les liens seront là. Et puis, sinon, je vous... Les cafouillages. Comment, quoi? Avec les cafouillages. Ah bah bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais. Ça donne. On a fait exprès en fait, c'est pour donner une crédibilité de réalité en fait. C'est C'est parfait. l'effet d'identification en fait.
Donc voilà, et puis bah écoutez, on vous dit à la